Hello les aventuriers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui présente 5 phénomènes psychologiques bizarres qui, peut-être, je dis bien, peut-être, jouent leur petit rôle dans koh. Numéro 5. Boire pour inhiber les impulsions. Allez, on commence avec cette surprenante étude hollandaise. On fait boire soit 70 centilitres, soit 5 centilitres aux participants de l'étude. Pendant 3 quarts d'heure, ils exécutent une tâche simple qui sera rémunérée. Puis, à la fin des 3 quarts d'heure, on leur laisse le choix, toucher 16 € demain ou toucher 30 € mais dans 5 semaines. Résultat, on observe que les participants qui avaient envie de pisser au moment de prendre leur décision, donc ceux qui avaient bu 70 centilitres, ont davantage opté pour la récompense à long terme, l'écart étant statistiquement significatif par rapport aux autres. L'explication arguée par Mirjam Tuck est la suivante: différents systèmes de contrôle des impulsions dépendent de la même zone du cerveau. Donc, je cite, une fois que cette aire cérébrale est activée, les signaux de contrôle qu'elles envoient ne sont pas seulement dirigés vers la zone cible nécessitant le contrôle, donc la vessie dans ce cas-là, mais ils débordent partiellement et il en résulte un contrôle accru et non intentionnel d'autres réponses qui provoquent ainsi des comportements plus contrôlés et moins impulsifs. Bon, ok, donc en conclusion, dans koh, si vous voulez fomenter une bonne petite stratégie à long terme, faites boire les gens et faites votre proposition juste avant de les voir partir pisser. Numéro 4. La difficulté à prononcer amène le risque. L'université de Michigan a démontré que plus un nom est difficile à prononcer, plus les gens estiment que son porteur présentait un risque, que ce risque soit désirable ou non. Par exemple, ils considèrent qu'un additif alimentaire nommé negriptitrom est plus dangereux qu'un autre appelé manialroxate. De même, autre exemple, Veiveatoishi est perçu comme une attraction foraine plus périlleuse, mais donc plus excitante, que Chunta. À savoir que cette étude menée ne concerne que des noms de produits. Cela dit, dans cette vidéo qui est un peu n'importe quoi, on va s'imaginer que c'est valable aussi avec les prénoms. Et finalement, entre s'appeler Ghislain, Tragedeig ou Lucifer, je sais pas ce qui est le mieux. Dans tous les cas, trouvez-vous un surnom si vous ne voulez pas être éliminé. Au premier conseil, dans koh, la période du jeu, vous savez, où tous les minuscules petits prétextes sont bons pour éliminer quelqu'un. Numéro 3. L'honnêteté dépend de l'endroit. Voici une expérience bien marrante, d'abord menée en laboratoire. Une personne reçoit une pièce de monnaie et doit jouer à pile ou face. On leur indique la règle, si c'est pile, tu gagnes 15 € et si c'est face, tu ne gagnes rien. On laisse la personne toute seule pour lancer la pièce et aussi seule pour regarder comment elle est tombée, si c'est pile ou face. Résultat de cette première expérience, environ 75% des personnes disent que la pièce est tombée sur pile. Sachant que les probabilités pour pile et face sont égales, ça veut dire qu'environ une personne sur 4 a menti. Ensuite, l'expérience a été reconduite, mais pas en laboratoire, directement chez les habitations des gens. Exactement la même procédure. Et là, seulement 44% des personnes ont déclaré que la pièce était tombée du côté pile. On peut raisonnablement penser qu'il est peu probable que des personnes trichent pour ne pas toucher 15 €. Le fait que ça descende sous les 50%, c'est sûrement la faute d'un hasard malchanceux. Mais donc, surtout, cela signifie que la quasi-totalité des participants ont été honnêtes cette fois-ci. Alors, je me demande si dans koh, il y a des lieux où on se sent plus chez soi, comme sous l'abri de la cabane peut-être, ou le camp en général. Auquel cas, c'est plus propice de demander des infos sur le camp que, par exemple, à une épreuve d'immunité, comme les paresseux qui s'éternisent, et toi, t'es éliminé, et tu veux blablater avec les autres éliminés. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Allez. Numéro 2. Les valeurs dépendent des humeurs. Des personnes répondent à un questionnaire de 2 pages, porté sur leur degré d'accord de 1 à 9,
a des principes moraux. Quand il tourne la première page, la liste des questions reste collée à l'arrière du support et c'est une autre liste de questions opposées qui apparaît. Par exemple, si une question était il est légitime qu'un gouvernement surveille les emails pour lutter contre le terrorisme, eh bien la phrase est remplacée par un gouvernement n'a en aucun cas le droit de surveiller les emails sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Vous voyez, c'est l'inverse. Bref, les participants ne savent pas ce petit tour de passe-passe, et quand ils ont fini le questionnaire, on leur demande de revenir à la première page et d'expliquer leur position. Ils sont donc, si vous avez bien compris, amenés à justifier une position qui est l'inverse de celle qu'ils avaient prise. Eh bien, sachez que 69% des participants acceptent au moins une modification sans même s'apercevoir du changement, sachant qu'il y avait 5 questions. Lars Hall, le directeur de la recherche, dit « Ils construisent alors des arguments cohérents et sans équivoque pour démontrer le contraire de leur position initiale. » Il poursuit en disant en gros qu'on pourrait interpréter les résultats de différentes manières et que c'est donc compliqué de faire une conclusion. Soit on devrait en conclure que de nombreux participants n'ont aucune opinion réelle sur les sujets sur lesquels nous enquêtons, soit les échelles d'enquête standard ne parviennent pas à saisir la complexité des positions effectives des personnes interrogées. En tout cas, c'est sûr que quand on n'a pas une position tranchée, on est plus facilement manipulable. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est ce que montre cette étude, c'est à quel point on épouse notre opinion, pourtant basée sur presque rien, ça peut être une info récente, une humeur ou une confiance donnée à quelqu'un, puisqu'on va rationaliser au moment de la défendre. Je pense que dans koh c'est quelque chose de fréquent, à savoir que plusieurs décisions sont possibles, et quand on en choisit une, on crée un discours compatible avec ce qui s'est passé et le fait que ce soit en accord avec nos valeurs. En réalité, si un élément du contexte se modifie et qu'on avait fait un autre choix, eh ben, on aurait bâti notre discours logique autour de notre décision et d'autres valeurs qu'on aurait mises en avant à ce moment-là. En gros, on est tous des politiciens, tout le monde se ment un peu à soi-même. J'ai tendance à penser que si on est vraiment fort et vicieux, on peut amener certains candidats, pas tous attention, mais certains, à passer pour un méchant et laisser la rationalisation faire son œuvre, à savoir le laisser s'enfoncer en défendant une position de méchant. Et on sait qu'après les méchants ont plus de mal à attirer les votes du jury final. Numéro 1. La compétence n'est pas un critère important pour une élection. On termine avec l'étude la plus affligeante, peut-être plus encore que celle juste avant, qui était assez bien placée. En 2012, le magazine Cerveau et Psycho publie une synthèse des différentes recherches menées sur les critères conscients ou inconscients permettant aux électeurs de faire leur choix pour élire le président de la République. Parmi toutes ces études, une menée par l'Institut de technologie de Karlsruhe en Allemagne en 2009 est particulièrement remarquable puisqu'en appliquant les critères trouvés aux 28 élections présidentielles américaines depuis donc 1900, leur modèle a prédit qui était le président élu dans 25 cas, soit un taux de réussite de 89%. Donc ça marche plutôt bien. Alors prenons quelques critères déterminants. On a la taille. Le plus grand des candidats gagnait l'élection dans 63% des cas. La beauté. La probabilité de gagner augmente avec l'attrait physique du candidat et certaines caractéristiques comme la calvitie sont rédhibitoires. Des traits un peu enfantins en temps de paix ou au contraire des traits matures en temps de crise. Une voix grave utilisant des fréquences autour de 500 Hz. Ce critère est déterminant et assure la victoire dans tous les cas s'il y a un candidat qui est le seul à le satisfaire. Ou encore un nom facile à prononcer et agréable à entendre. Ce seul critère fait remporter l'élection présidentielle dans 83% des cas. Et ce n'est pas sans rappeler l'effet psychologique numéro 2 dont j'ai parlé tout à l'heure dans cette vidéo. Sachez en bref qu'aucun des critères n'est lié ni de près ni de loin au positionnement politique du candidat, à son programme politique ou à la situation sociale et économique du moment. Dans le fond, personnellement, je ne trouve pas cela si surprenant que cela. Triste, mais pas surprenant. C'est bien beau de donner le pouvoir au peuple, mais enfin, si le peuple n'est pas éduqué politiquement, il est débile.
Et donc, il se basera sur des critères débiles et feront des choix débiles. C'est logique. La question, c'est comment augmenter la conscience politique collective. En tout cas, le côté pervers de la chose est que les qualités pour se faire élire ne sont pas du tout celles qui permettent d'être un bon gouvernant. Ça n'a rien à voir. Koh est un jeu à vote et jusqu'au bout, il est totalement démocratique. Du coup, on devrait retrouver les mêmes effets pervers suscités, surtout sur le vote de l'élection finale entre les deux finalistes. Et c'est exactement ce que tous les spectateurs avisés de Koh a remarqué depuis belle lurette, à savoir qu'une étude rapide du programme fait dire à tout le monde que le social est la notion, la capacité, on va dire, la plus centrale, primordiale du jeu. On ne va pas caler les critères dont j'ai parlé pour une élection présidentielle à Koh Lanta, c'est quand même suffisamment différent pour ne pas mettre les deux élections dans le même panier, mais je dirais aussi suffisamment similaire pour conclure que la compétence pure, qu'elle soit en stratégie, en survie ou en épreuve, est rarement en haut de la liste des critères de jugement. La plupart du jury final vont juste avoir envie de voter pour leur pote d'aventure, celui avec qui ils ont eu des fous rires, celui avec qui ils ont traversé des galères, celui avec qui ils ont fait des alliances communes. En revanche, si en plus ce même candidat a remporté par exemple 6 épreuves, eh bien on va mettre ça en avant pour justifier son vote. C'est un argument qui a bon dos. Alors le seul truc qui est quand même vraiment différent par rapport à l'étude que j'ai citée, c'est que Koh Lanta, c'est un jeu où les gens qui votent à la fin ont eux-mêmes été des joueurs. Et je pense que ça incite à prendre un peu plus en compte la compétence quand même. Et donc, c'est les vases communicants, un peu moins le social. Ça va rééquilibrer en fait. Et pourtant, même dans ce système, c'est bien le social qui reste le plus important. Alors personnellement, je trouve que le fait qu'il y ait un jury final grandit énormément le jeu. C'est hyper bien car ça crée une épreuve fil rouge tout au long du jeu qui est donc l'épreuve sociale. Un Koh Lanta sans jury final où donc le gagnant des poteaux serait le gagnant de Koh Lanta, ce serait terriblement plus fade. Voilà, on a terminé, on a fait le top 5 dans cette vidéo des effets psychologiques bizarres qui peut-être jouent un rôle dans Koh Lanta. C'est terminé les aventuriers, j'espère que la vidéo vous a plu, donnez votre avis dans les commentaires et au plaisir. Matane.